Bonjour, bienvenue au second webinaire de la saison du Mouvement Santé mentale Québec qui s'intitule aujourd'hui « À quoi servent les émotions et comment les utiliser ». La présentation sera faite par notre invité Serge Lecourt, psychologue clinicien et professeur au département de psychologie de l'Université de Montréal, qui s'intéresse particulièrement à la régulation des émotions en lien avec la psychopathologie et le changement dans ses recherches et ses enseignements. Je vais le laisser ajouter des informations pour se présenter par lui-même tantôt. Avant de commencer, je tiens d'abord à remercier le Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, les enjeux éthiques et pratiques de fin de vie, le CRIS-UQAM, qui nous offre aujourd'hui le soutien technique. Je mets pas la caméra. Pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas, le Mouvement Santé mentale Québec est un regroupement d'organismes communautaires en promotion et prévention en santé mentale, dont le mandat est d'amener la population à considérer la santé mentale comme une composante indissociable de la santé globale, d'outiller les Québécoises et les Québécois en vue de maintenir et d'améliorer la santé mentale et d'en faire un projet collectif et social. Chaque année, nous créons une campagne de promotion de la santé mentale sur un thème différent. Jusqu'en 2026, nos thèmes sont tirés d'une campagne parapluie qui s'appelle « 7 astuces pour se recharger ». Nous abordons chaque année donc l'une de ces astuces. De 2020 à 2022, notre campagne s'intitule « Ressentir, c'est recevoir un message ». Dans le cadre de cette campagne, nous avons développé plusieurs outils que vous pouvez retrouver sur aidebiendansatête.ca. Nous avons également cet automne un projet jeunesse en 2 versions, une pour les 12-17 ans et une pour les 18-30 ans qui s'appelle « Parlons émotions ». Ce projet est relié à une série de capsules vidéo sur les émotions que nous avons créées cette année pour notre campagne, dont une avec Serge Lecourt, justement. Les détails du projet sont également disponibles sur notre site, dont vous voyez l'adresse à l'écran. Si vous êtes invité à partager le projet aux jeunes, aux profs, aux intervenants de votre entourage, et en janvier 2022, il va y avoir un gala reconnaissance qui est prévu afin de souligner le rôle de premier plan de ces intervenants et professeurs qui auront participé au projet et à la promotion de la santé mentale auprès des jeunes. Nous en arrivons donc à la présentation d'aujourd'hui qui s'inscrit, comme vous l'aurez compris, donc dans la campagne Ressentir, c'est recevoir un message. Pendant la présentation, il va y avoir des moments pour poser des questions, donc on va vous indiquer à quel moment. Donc, si vous pouvez garder vos questions pour ces moments-là, puis s'il reste du temps, on aura aussi un peu de temps à la fin là, pour une autre période de questions. Donc, je laisse la parole à professeur Lecourt. Bon webinaire. Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci d'être là pour parler d'émotions. Je m'intéresse aux émotions d'une façon un peu générale parce que j'enseigne, entre autres, des cours là, sur les émotions, mais aussi comme psychologue clinicien, je m'intéresse à comment les émotions perdent un petit peu leur fonction adaptative. Donc, on va parler de ça. Donc, on va faire un survol et allons-y. Par le commencement, qu'est-ce qu'une émotion? Je vais m'appuyer beaucoup sur les travaux de Monsieur Émotion lui-même, Monsieur Paul Ekman, qui, sans que vous le sachiez peut-être, c'est quelqu'un que vous connaissez parce que c'est un grand chercheur là, sur, entre autres, l'expression faciale des émotions. Mais il a aussi participé à toutes sortes de films, d'émissions là, qui ont rapport aux émotions, dont, par exemple, le film Inside Out. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais bref, il a mis sa griffe scientifique dans tout ça. Vous pouvez aller, puis je vous invite à le faire, aller voir son site web. Il y a vraiment plein d'informations intéressantes, dont quelque chose de vraiment rigolo, là, un atlas des émotions qui part de 5 grandes émotions, là, puis qui décline les émotions en différentes saveurs, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Et comme je le dis, je vais m'inspirer de son travail pour, entre autres, définir qu'est-ce qu'une émotion. Vraiment en 2 mots, là, qu'est-ce qu'une émotion? Ben, c'est une réaction un peu automatique. C'est comme en partie là, un petit programme inné qui nous fait réagir sans qu'on le veuille, sans qu'on le sache, quand il se passe quelque chose d'important pour nous. Il y a des chercheurs en théorie des émotions qui ont dit quelque chose d'intéressant, qui disait que les émotions sont des détecteurs de pertinence, c'est-à-dire que
quand il se passe quelque chose qui est important pour nous dans notre vie, ben, ça active une émotion. Et cette émotion-là nous aide à gérer ce qui se passe là d'important. Ça vient de notre passé évolutif. On va le voir parce que Ekman s'inspire entre autres de M. Darwin. Donc, nos ancêtres ont appris à réagir rapidement à certains problèmes, à certains événements pour améliorer leur survie. Mais les émotions sont aussi forgées par notre passé personnel, par notre mémoire émotionnelle et notre histoire. Puis comment ça se présente? Ben, l'émotion, c'est essentiellement, là, c'est un petit programme de mobilisation, c'est-à-dire que ça nous prépare à agir et ça envoie de l'information. Donc, ces deux éléments-là sont très importants. Donc, ça nous mobilise à agir et ça envoie de l'information. Ça envoie de l'information, on va le voir, là, à l'extérieur, parce qu'une des composantes de l'émotion, c'est l'expression faciale, c'est l'expression posturale, mais ça envoie aussi de l'information à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a des pensées, on a des impressions subjectives qui sont très typiques à certaines, justement, à certaines émotions, donc elles sont reconnaissables et ça, c'est de l'information pour nous. Et évidemment, pour nous aider justement à affronter des événements, pour nous préparer à l'action, il faut que notre corps soit préparé aussi. Et encore, ça se fait sans qu'on le décide. Il y a, comme je le disais, un petit programme inné que certains chercheurs appellent une tendance à l'action. Donc, ça, c'est déclenché quand l'émotion est déclenchée et ça nous prépare à l'action. Sans tendance à l'action, sans émotion même, on pourrait dire, il n'y aurait pas vraiment d'action. Parce qu'il faut être préparé. Imaginez, là, vous êtes dans la rue, il y a un autobus qui s'en vient et vous dites, ouais, mais peut-être qu'il faudrait que je m'éloigne de cet autobus-là. Mais maintenant, vous vous mettez à courir, puis votre corps n'est pas prêt à faire ça, puis vous tombez parce que vos jambes manquent d'oxygène, de sang, etc. Eh bien, c'est ça. Donc, la tendance à l'action, ça nous prépare à l'action somatiquement et aussi dans notre tête. Par exemple, justement, l'autobus arrive, vous avez peur, vous êtes prêt à courir dans votre corps et vous avez aussi ce qui vient avec cette tendance à l'action-là, une sorte de retrécissement de votre domaine d'attention. Comme ça, vous avez une vision tunnel qui se concentre sur c'est quoi le danger et vous n'êtes pas distrait par tout le reste. Donc, c'est la partie la plus fixe des émotions et ça explique la direction. Donc, ça nous envoie dans une direction. Par exemple, courir, par exemple, pleurer, par exemple, se battre, tout ça. Et ça nous donne l'énergie qu'il faut là, pour agir. C'est facile à voir, par exemple, pour la colère puis la peur, parce que le corps est très bruyant à ce moment-là. Vous le sentez, là, le cœur qui bat, vous tremblez, des choses comme ça. Donc, c'est évident à ce moment-là que la tendance à l'action a fait son travail, mais c'est vrai pour toutes les émotions. Okay? Chaque émotion a sa tendance à l'action, même les émotions positives, là, on va le voir tout à l'heure. Maintenant, je vais juste le préciser, la tendance à l'action, c'est vraiment un état de préparation à l'action. Ça ne veut pas dire qu'absolument, on va faire quelque chose. Mais pour qu'une émotion soit comme qu'elle réussisse son travail, il faut qu'on soit prêt à l'action. Puis, comme je le dis depuis tout à l'heure, ben, on ne décide pas, ça vient automatiquement. Et heureusement, parce que si on n'avait pas ces réactions-là, ben, on aurait été moins habile à survivre là, à travers les générations. Et
Donc, on gagne avec les émotions une fraction de seconde pour réagir et sauver notre vie, des fois littéralement. Là. Donc, ça s'impose à nous. On ne peut pas, à un moment donné, dire oh, je suis tanné des émotions, je décroche, parce qu'on est toujours en train d'évaluer ce qui se passe autour de nous, puis on est toujours en train de réagir quand il se passe quelque chose qui vient nous avertir que ah, ça, c'est un problème adaptatif, que certains vont dire, que nos ancêtres ont rencontré, et c'est important de réagir vite à ces affaires-là. Et c'est universel, au moins là, une portion des émotions qu'on vit sont universelles. Et ça vient avec cette idée-là qu'on est équipé dans nos gènes et en fait, comme beaucoup d'animaux, hein, comme les primates, comme beaucoup de mammifères, il y a ces réactions automatiques-là et c'est universel d'une culture à l'autre. Donc, la liste courte, si on veut, d'émotions universelles, là, vous l'avez, colère, dégoût, joie, peur, tristesse, surprise, peut-être mépris. Là. Donc, ça, c'est des émotions qui sont partagées par tous et même par certaines espèces animales. Donc, ces émotions-là sont comme alimentées là, par des réactions physiologiques spécifiques parce que l'action pour chacune de ces émotions-là n'a pas besoin des mêmes mécanismes là, physiologiques. Donc, on peut reconnaître en fait les émotions par l'activation physiologique. Il y a une séquence aussi, les émotions n'arrivent pas tout en même temps là, dans la vie. Il y a des émotions qui arrivent un peu plus tard dans la vie. Encore quelque chose qui est important, les émotions, habituellement, c'est un épisode. Okay? C'est quelque chose qui nous arrive pour régler un problème. Puis ça peut être un bon problème aussi, hein? Ça peut être quelque chose qui se passe de très positif dans notre vie, mais on a besoin de l'émotion pour agir. Et ça ne dure pas longtemps parce qu'une fois que le problème s'en va, ben, l'émotion s'en va aussi. Donc, selon Ekman, ça ne dure pas plus qu'une heure. Maintenant, si ça dure plus que ça, c'est probablement pas une émotion. C'est pour ça qu'il faut s'entendre sur les termes. Donc, une émotion, c'est cet épisode automatique qui nous prépare à l'action puis qui nous envoie de l'information. Mais il y a des expériences comme l'humeur, par exemple. L'humeur, c'est quelque chose qui ressemble à une émotion, mais qui peut durer longtemps. On peut être d'humeur irritable, par exemple, puis être irritable toute la journée. On peut être triste, mais là, on va parler d'humeur dépressive. Et ça peut durer même des jours, des mois, des années pour certaines personnes. Et on n'est pas sûr de pourquoi on vit cette affaire-là. Donc, le déclencheur n'est pas clair. Donc, clairement, une humeur, ce n'est pas une émotion. Maintenant, sentiment, affect, là, c'est le vocabulaire autour des émotions est très chaotique, là, parce que d'un auteur à l'autre, vous allez avoir des définitions différentes. Disons que pour qu'on s'entende, nous, sentiment, là, c'est ce qui se passe dans la tête quand il y a une émotion. C'est-à-dire à quoi on pense, puis qu'est-ce qu'on ressent, si on veut. Affect, disons que c'est un terme très général qui parle de tout ce qui est agréable puis désagréable dans notre vie. Donc ça inclut les émotions, ça inclut les sentiments, les humeurs, tout ça. Les pulsions, c'est les poussées qu'on peut sentir, mais qui sont associées plus à des besoins du corps, comme la faim, la soif, la sexualité. Voilà. Donc, c'est un vocabulaire de base là, pour parler des émotions. Puis, je le disais, c'est un peu Darwin là, qui a attiré l'attention sur l'importance des émotions parce que pour lui, c'était un signe. Donc, la fonction signal, par exemple, des émotions, c'était un signe justement qu'il y avait quelque chose d'universel dans l'expérience émotionnelle. Dès donc 1872, il a écrit un bouquin juste sur les émotions. Et là, vous avez la petite page centrale là, où il y avait des photos d'expression faciale. Donc, Darwin s'est intéressé à ça. Et Ekman, en fait, a essayé
de prolonger, là, si on veut, le travail de Darwin, mais d'une façon scientifique. Et au début de sa carrière, il est parti de 6 émotions. Et encore, c'est les émotions qui faisaient consensus. Tout le monde s'entendait que ça, c'était des émotions universelles. Et il a travaillé beaucoup sur l'expression faciale. Maintenant, plus tard dans sa vie, M. Ekman a dit, ben, les émotions, c'est plus que ça, finalement. C'est tout ça, là, les 15 qui sont ici. Et peut-être que si vous prenez le temps d'examiner, vous allez voir qu'il y a des absents, là, puis entre autres, la joie. Curieusement, là, la joie, elle n'est pas là, mais en fait, elle est là. Elle est là plusieurs fois même. Si on regarde tout ce qui est en rouge, là, c'est comme des variantes de la joie plus précises. Bref, dans les années 90, on s'est intéressé de plus en plus aux émotions positives qui ont été beaucoup sous-estimées. Dans un schéma un peu darwinien, on se dit, ah oui, les émotions, ça nous aide à fuir, à se battre, le fight or flight, tout ça. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Puis les émotions positives sont aussi là pour nous aider à profiter de la vie, là, à régler les bons problèmes de la vie. Et puis je vous dirais qu'au début des années 2000, Ekman est allé encore plus loin dans la différenciation des différentes émotions positives. Puis là, vous en avez une sorte de présentation générale que, évidemment, là, je ne vais pas aller dans le détail de tout ça, mais tout ça pour dire que de plus en plus, on s'intéresse aux émotions positives parce qu'on s'aperçoit que les émotions positives ont une contribution importante là, dans la vie de tous les jours. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Parce qu'on a fini un petit peu la présentation des émotions. On va parler maintenant de c'est quoi leur fonction. On pourrait prendre une question ou deux là, si vous en aviez. N'hésitez pas. Il n'y a rien dans le chat, Serge, mais Oui. je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions. Vous pouvez aussi bien retenir vos questions pour la fin, parce qu'on fait juste commencer, là. Mais s'il y a des choses à clarifier maintenant, ce serait bon de le dire. N'hésitez pas, rendez-moi utile pour vous. Bon. Moi, j'en aurais une d'abord. Oui, oui. Tantôt, vous parliez qu'il y a certaines émotions qui arrivent plus tard dans la vie. Comme quoi, Oui. par exemple? Bien, il y a des émotions qui ne peuvent pas être là à la naissance, qui ont besoin d'un certain développement de la personnalité, un développement cognitif. Par exemple, la culpabilité. Pour beaucoup de gens, beaucoup d'auteurs, la culpabilité, c'est une émotion universelle, sauf que ça vient avec justement le sentiment d'avoir fait quelque chose de pas correct. Et ça, il faut comprendre. Il faut avoir une notion de bien, de mal, et il faut comprendre que quand nos parents nous disent « Ah, tu sais, fais pas ça, tu ne peux pas faire ça ». Donc ça prend un certain niveau de développement avant que ça arrive. Mais la culpabilité arrive dans le développement, par exemple. Il y a une question aussi, il y a quelqu'un qui demande pourquoi le mépris ne semble pas inclus, ou en tout cas, ce n'est pas clair qu'il est inclus dans les émotions primaires. Ben, en fait, pour Ekman, il est là, puis pour beaucoup d'auteurs aussi, le mépris, c'est une émotion primaire. C'est juste qu'au début de sa carrière, il a préféré se concentrer sur moins d'émotions, mais des émotions qui avaient un consensus plus grand que c'était là à la naissance. Le mépris n'est probablement pas là à la naissance. Okay? Sauf que pour Ekman, le mépris, il y a une expression faciale très typique et il y a une fonction aussi très, très importante. Donc, c'est une émotion primaire, mais c'est juste qu'elle n'est pas là à la naissance. Donc, il a préféré se concentrer sur une liste courte. Mais on n'a pas le temps de voir tous les travaux sur les émotions, mais il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui ont été ajoutées, même par Ekman, là, on l'a vu tout à l'heure. Et c'est souvent des émotions plus complexes puis qui arrivent plus tard là, dans la vie. Est-ce qu'on continue? Pas d'autres questions. À quoi ça sert les émotions? J'en ai parlé très globalement, mais maintenant, allons voir différentes émotions pour
pour bien comprendre, ça serait quoi la fonction? D'après vous, c'est quoi ça, cette émotion-là? Je reprends un petit peu le genre de recherche que Ekman faisait, puis c'est des photos qui sont tirées de sa banque de recherche, là, mais il posait cette question-là à des étudiants, par exemple, puis il demandait ça, c'est quoi? Et habituellement, on n'a pas trop de problème à reconnaître cette expression-là comme une expression de colère. Donc, parlons de la colère, qui est une émotion importante, qui est déclenchée là, pour faire face là, à des situations de contrainte, d'injustice, de quelqu'un qui n'est pas fin avec nous, quelqu'un qui peut être méchant même avec nous. Donc, la colère, elle est déclenchée dans ces moments-là. Et je vais revenir à ça. Et la colère nous prépare à faire face à cette situation-là en nous donnant comme l'énergie du corps qu'il faut, mais aussi un sentiment psychologique de puissance. On a l'impression d'être, en tout cas, on est imperméable au danger. Souvent, les gens en colère ne vont pas se rendre compte que c'est dangereux là, d'être en colère dans cette situation-là. Mais encore, c'est nécessaire dans la survie. Imaginez que vous êtes dans la savane africaine, là, puis qu'il y a un léopard qui s'en vient. Et il n'y a peut-être pas de léopard dans la savane, mais bref, vous ne pouvez pas vous demander, c'est-tu correct d'être en colère maintenant? La colère s'impose, puis elle vous prépare à vous battre. Donc, il n'y a pas de dentelle, là. Il n'y a pas de je devrais-tu pas, je devrais. Non, donc il faut le faire, puis je suis capable, puis let's go. Encore, comme je le précisais, la colère, c'est un état de préparation. Quand vous avez quelqu'un qui est très agressif, qui est violent, même ça, ce n'est pas de la colère. Okay? On va le voir plus tard. La colère, c'est l'état de préparation. Et elle n'a pas besoin d'être exprimée là, par quelque chose de violent, là, par quelque chose de casser un meuble, là, des choses comme ça. Souvent, dans le meilleur des cas, oui, elle peut préparer quelqu'un à se battre, okay, puis à se défendre, mais ça peut être d'une façon abstraite aussi, comme ça peut être d'aller manifester. Mais je vous dirais que dans ces versants les plus adaptatifs, la colère nous permet de nous affirmer, poser des limites, dire à quelqu'un stop, là, c'est pas correct ce que tu fais. Et encore, ça prend l'énergie de la colère pour faire ça. Donc, quand vous vous affirmez dans la vie, il y a de la colère en arrière de ça. Cette émotion-là, est-ce que vous la reconnaissez? Oui, sûrement que vous reconnaissez la peur, qui est aussi, là, c'est avec la colère, là, c'est probablement les émotions qu'on voit le plus facilement comme des réactions automatiques qui peuvent sauver notre vie. Okay? Il y a un danger qui arrive, donc une menace à notre sécurité, puis donc on est bien fait d'être prêt rapidement. Okay? Imaginez, vous allez dans la forêt, puis tout d'un coup, vous regardez par terre, puis il y a quelque chose qui ressemble à un serpent. Avant même d'être sûr que c'est un serpent, vous réagissez comme si vous étiez prêt à courir, là, à prendre vos jambes à votre cou. On est bien fait pour ça. Donc, on n'y aise pas avec les dangers, puis la nature nous a préparés à réagir rapidement. Comme je vous disais, la peur vient avec une vision tunnel et encore, on est bien fait pour ça. Et on réagit de façon à réduire la menace en figeant. Okay, vous allez dire, ce n'est pas toujours utile, mais à une époque, avec certains prédateurs, c'était utile de juste figer puis de ne pas bouger, mais en courant surtout. Et si ce n'est pas suffisant, ben, la colère vient s'ajouter pour se défendre. Les émotions dites négatives viennent avec vraiment un sentiment désagréable. C'est pour ça qu'on dit que c'est des émotions négatives. Elles sont désagréables. Et encore, on est bien fait pour ça, dans le sens que si c'était agréable, la peur, ben, on ne voudrait pas nécessairement se débarrasser de la peur et de la menace qui vient avec. Les émotions viennent avec une sorte de
désagréabilité. Là, il y a un chercheur qui appelait ça une sorte de toxicité qui fait qu'on ne peut pas juste rester serein, là, puis il faut faire quelque chose. Mais la peur vient avec le plus de toxicité. C'est tellement toxique qu'on peut même mourir de peur, là. Mais encore, pensez-y, quand notre sécurité physique est en danger, il faut faire quelque chose. C'est comme l'autobus que je vous décrivais tout à l'heure. On ne peut pas niaiser avec l'autobus, il faut faire quelque chose. Et encore, on est bien fait. Quand c'est désagréable, ça nous dit bouge, OK, fais quelque chose. Encore, les réactions associées à la peur, ça nous aide à éviter des prédateurs. Mais les prédateurs, ça peut être des prédateurs abstraits aussi. Hein. Ça peut être un gouvernement dangereux, ça peut être, bref, un vendeur d'assurance, ou bref, n'importe qui peut menacer là, votre intégrité et la peur fait en sorte que vous êtes mobilisé là, à éviter le danger. Et si la peur est suffisamment importante, bien, ça peut créer des liens aussi pour dire let's go, on s'organise ensemble là, pour régler un problème dangereux, comme par exemple les armes à feu là, ces temps-ci, etc. Cette émotion-ci, est-ce que vous la reconnaissez? J'imagine que vous avez reconnu la tristesse. La tristesse, c'est ce qui nous aide à gérer une perte. La perte, dans le sens large, ça peut être perte de votre emploi, rupture amoureuse, mais évidemment une perte relationnelle, vous perdez quelqu'un que vous aimez. On parlait de toxicité tout à l'heure. Disons que la tristesse, c'est probablement l'émotion désagréable la moins toxique, celle qu'on peut garder en dedans le plus longtemps. Et c'est utile parce qu'on a besoin de la tristesse pour faire le travail du deuil, par exemple. Vous allez reconnaître la tristesse, sentiment d'être down, d'être un peu ralenti, okay, d'avoir le sentiment que la vie est sombre, etc. Et vous allez avoir tendance à voir la vie puis à interpréter les choses comme ça. Et encore, c'est utile là, quand on est en train de faire un deuil. De plusieurs façons. Hein. La tristesse, c'est un signal. Donc, je vous parlais de signal tout à l'heure, signal aux autres. OK, la tristesse, là, vous avez la babine triste, mais les autres le voient et ils disent ça va-tu? Tu sais, ils viennent vers vous. Quand vous êtes plusieurs personnes à vivre ça, ben, ça renforce les liens sociaux autour de la tristesse. Mais c'est aussi je parlais de tendance à l'action. Il y a, dans votre tête, vous êtes aussi équipé à ralentir, à être attentif aux détails, à ne pas rendre la vie rose, okay, avoir une vision hyper objective des choses. Parce que quand vous faites un travail de deuil, il faut voir la vie en face. Il faut comme changer notre perception du monde qui est maintenant sans, par exemple, une personne importante. Ça fait mal quand même, la tristesse, donc ça nous motive à résoudre les problèmes. Et ça nous fait, par exemple, aller consulter si c'est le cas. Puis, donc, ça nous force à bouger là, puis à changer. Et ce qui est bien aussi, c'est que plusieurs personnes, je veux dire, quand c'est contagieux, la tristesse, ça l'est parce que quand on voit, par exemple, une expression faciale de tristesse, on l'imite un petit peu, puis on goûte un peu à cette tristesse-là, puis ça nous rend empathiques. Okay? Ça déclenche la compassion. Donc, c'est bon pour les réseaux sociaux, la tristesse, la compassion, l'empathie, prendre soin des autres. Ça nous met dans cette position-là. Maintenant, j'ai fait exprès, là, j'aurais pu parler de plein d'émotions, mais j'ai pris le Big 3 là, des émotions dites négatives, mais on va parler d'émotions positives aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Toujours avec les photos de Ekman qui datent un petit peu. Là, mais... Donc, c'est la joie. Et c'est quoi le problème adaptatif de la joie? Ben, juste pour être certain qu'on survive bien, ben, il faut qu'il y ait des expériences qu'on veuille reproduire, qui nous stimulent, là,
qu'on a envie de faire, ben, les relations interpersonnelles, c'est ça. On est équipé de vivre de la joie là, quand les interactions sociales sont agréables. On vit de la joie dans le jeu quand on réalise des objectifs. Donc, c'est plein d'expériences qui ont besoin d'être gratifiées, qui ont besoin d'être renforcées. Et la joie, elle est là pour ça. On reconnaît la joie. Je vous laisse faire le tour de cette expérience-là. Ça nous met dans une position, la joie, dans le sens qu'on est lié aux autres, on est lié au monde. Et on sent qu'on a confiance dans le monde. Et à des niveaux d'intensité élevés, on peut même avoir des expériences comme autour de l'extase, des expériences mystiques, tu sais, des expériences de fusion avec le monde. Tu sais, ça peut être là, comme il fait super beau dehors, là, gros soleil, tu sais, le ciel bleu, les feuilles jaunes, tout ça. Tu sais, des fois, ça peut dire « Wow, c'est cool, c'est le fun d'être ici. » Là. Ben, ça, c'est la joie. Donc, la joie, ça cimente les relations sociales, mais on peut voir que la joie, ben, entre autres, puis on va le voir l'intérêt aussi, c'est aussi des états qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Là. Donc, à retenir, donc la joie est souvent vécue avec l'intérêt, ce sont des bons partenaires. Donc, ça favorise l'intensité des liens d'attachement. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'au niveau biologique, la joie, comme je vous dis, c'est une expérience de renforcement parce qu'il y a des choses qui doivent être répétées et ça permet la récupération physiologique après un état de stress. C'est-à-dire que quand vous vivez du stress, puis par exemple que vous avez une expérience de joie, ben ça annule, si on veut, là, comme la réaction physiologique associée au stress. Puis on va voir un auteur qui en a parlé. Parce que ça pourrait être un mécanisme important dans la résilience. J'en reparle tout à l'heure. Une autre émotion, puis là, je me fie plutôt à un autre auteur. Bon, Ekman a parlé d'excitation, là, mais il y a un autre auteur que j'aime bien, moi, qui s'appelle Isard, Carole Isard, qui a parlé de l'intérêt. Et pour lui, c'est l'émotion qu'on vit le plus souvent. C'est l'émotion qui énergise le comportement ordinaire, tu sais, dans la vie de tous les jours. Juste le fait de traverser la rue, ça mobilise l'intérêt parce qu'on explore autour de nous, on s'intéresse donc à ce qui se passe autour de nous. Et vraiment, même à petite dose, l'intérêt fait qu'on est réveillé, là, puis qu'on est attentif aux choses. Donc, l'intérêt est là la plupart du temps. Et quand votre vie va bien, là, habituellement, c'est l'émotion que vous vivez le plus. C'est aussi une émotion qui favorise l'exploration. Donc, quand on est intéressé, on est engagé, on est accroché, okay, on est fasciné. Puis encore, imaginez la fonction adaptative de ça. Vous êtes dans votre savane africaine, là, puis vous avez faim. Et donc, vous cherchez de la bouffe. Et vous pouvez imaginer que si vous n'étiez pas persistant, on va dire, dans cette motivation-là, que vous pourriez mourir, là, comme vous oubliez tout d'un coup que vous devez chercher de la bouffe. Mais l'intérêt est là pour justement alimenter là, puis énergiser l'exploration. Puis, c'est là, évidemment, au niveau cognitif, là, la soif de savoir, tout ça c'est de l'intérêt. Et puis, comme la joie, à un niveau d'intensité élevé, l'intérêt a comme une propriété vraiment cool qui est d'être dans une bulle. Encore, je suis sûr que vous reconnaissez ça. Vous êtes en train de lire un bouquin, il y a quelqu'un qui s'approche de vous, puis vous ne le savez même pas, vous vous en rendez même pas compte. Vous êtes dans votre bulle ou vous êtes en train de travailler, vous êtes dans votre bulle, puis c'est comme si vous perdez le contact avec la réalité, avec le temps. Mais c'est ça l'intérêt. Okay? Puis ça aussi, ça contribue à... Il y en a qui ont parlé d'expérience de flow. Là. Ça aussi, ça contribue au sentiment de ben, c'est cool de vivre. C'est comme
comment je peux dire, c'est un épice de la vie qui fait que, justement, ça vaut la peine d'exister. Donc, encore comme la joie, il y a une sorte de réduction de l'activation physiologique et qui nous permet justement de ne pas trop dépenser d'énergie pour garder une activité persistante. Donc, c'est vraiment l'émotion de la persistance dans la motivation. Et ça aussi, ça s'applique comme à un contexte social. Voilà. Maintenant, il y a d'autres auteurs que Ekman puis Isard qui ont parlé du bienfait des émotions positives. Il y a entre autres une dame, là, Barbara Fredrickson, qui a un modèle vraiment intéressant. Elle appelle ça un broaden and build theory, c'est-à-dire qu'elle dit que nos émotions positives, le fait de vivre puis de cultiver les émotions positives, ça nous rend meilleurs. Okay? Ça élargit notre répertoire d'action, de pensée, par exemple en nous rendant plus créatifs, et ça construit les ressources personnelles. C'est-à-dire que quand on est dans des émotions positives, le fait d'être, par exemple, animé, engagé dans une activité, mais ça nous fait gagner des ressources. Par exemple, là, vous découvrez une nouvelle passion pour, je ne sais pas moi, l'alpinisme, c'est peut-être pas un bon exemple, mais donc vous vous mettez à lire tout ça, mais toutes ces connaissances-là font que vous construisez des ressources. Là. Donc, les émotions positives nous amènent à être plus créatifs puis à gagner en ressources. À s'être intéressé donc à la joie, l'intérêt, nos deux big émotions positives, le contentement, la fierté, l'amour. Et dans ses recherches, elle a observé toutes sortes d'affaires. Donc, elle a pu observer que les émotions nous rendent créatifs dans le sens que ça nous fait voir plus de choses. Tu sais, je vous parlais encore de tendance à l'action. C'est un peu le contraire de la vision tunnel de la peur. Quand on est dans l'intérêt ou la joie, c'est comme si on voit plus large, puis on a accès à plus d'informations. Donc, ça nous rend plus créatifs dans ce sens-là. Ça nous aide à récupérer du stress, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc, ça nous aide à récupérer de l'activation physiologique du stress. Et peut-être par ce mécanisme-là, ça nous rend résilients. Il y a beaucoup de gens là, qui ont une conception de la résilience en termes d'émotions positives. C'est-à-dire que les gens les plus résilients, c'est qu'ils sont capables de voir du positif dans les choses. Donc, ils sont capables de vivre des émotions positives même dans l'adversité. Puis, entre autres, par la récupération physiologique là, qui vient avec les émotions positives. Et, bonus, les émotions positives, ça améliore la réponse immunitaire. Puis, il y a plein d'études qui montrent que plus vous vivez d'émotions positives, plus vous êtes résistant à la maladie, plus vous vivez vieux. Donc, je vous en conseille plein d'émotions positives. Est-ce qu'il y aurait des questions? Il y a une question, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que l'on doit tout faire pour mettre l'intérêt au cœur de l'enseignement, du travail, de la communauté, pour susciter le goût de vivre? Oui, bien sûrement, l'intérêt et la joie. Et je pense que dans l'enseignement, il y a plein d'initiatives pédagogiques qui vont dans ce sens-là, vraiment d'allumer la curiosité. Puis encore, la curiosité, c'est de l'intérêt. Là. Donc, d'allumer ça, puis de faire en sorte que le plaisir de découvrir là, soit cultivé. Ça fait que, oui, tout à fait. Pas encore, je ne peux pas en parler beaucoup maintenant, mais quand on parle de motivation intrinsèque, c'est-à-dire je suis motivé à faire les choses parce que c'est plaisant en soi, mais dans l'équipement inné, on va dire, de la motivation intrinsèque, il y a les émotions positives comme l'intérêt puis la joie. Donc, tout à fait. Quand on est branché puis on arrive à cultiver les émotions positives,
ça rend les gens plus curieux et mieux, comme dans le sens avec plus de bien-être. Donc oui, tout à fait, faut cultiver les émotions positives. Il y a une autre question. Ouais. Est-ce que les émotions peuvent être contagieuses? Oui, tout à fait. Encore dans les travaux de Ekman, Ekman montrait que on a tendance en fait, à imiter l'expression faciale des autres. Quand on voit quelqu'un qui a, par exemple, une expression faciale triste ou même en colère, on a tendance à l'imiter. Et Ekman a montré que quand on imite une expression faciale, on la vit. Okay? Ça vient activer notre corps comme si on vivait cette émotion-là. Puis vous pourriez faire l'exercice après la conférence, comme vous pourriez vous pratiquer à juste mimer une expression faciale, puis la garder pendant quelques minutes. Puis vous allez voir que vous allez commencer à vous sentir comme ça, et votre corps va s'activer comme ça. Lui, il parle de rétroaction faciale. Donc, oui, il y a tout un système de feedback qui fait que les émotions, c'est contagieux. On voit quelqu'un de rire, puis on se met à sourire sans le vouloir, puis, et ça nous fait vivre comme de la joie. Donc oui, tout à fait. C'est contagieux. Est-ce qu'il y aurait une partie quasiment, je dirais, obligatoire à partager la joie? Parce que, tu sais, quand on est vraiment content, on a besoin de le dire à quelqu'un, on veut appeler un ami. Est-ce que si on ne le fait pas, notre joie va être moins grande ou va moins rester longtemps ou va être moins efficace? Pas nécessairement. Il y a des traits de personnalité aussi qui font que la joie peut être vécue différemment. Quelqu'un qui est très extraverti va vouloir partager sa joie, mais il y a des gens qui vivent très bien leur joie, mais dans leur tête, qui sont plus introvertis, et qui savourent tout à fait. Là. Okay? La joie, là, c'est l'expérience de je savoure. Là. Et ça peut tout à fait bien se passer. Mais encore, la joie est quand même associée au plaisir d'être avec les autres. Donc, probablement que quand on est content, ça affecte facilement les autres, puis ça nous envoie peut-être vers les autres plus spontanément, en tout cas. Il y a une autre question. Pourquoi parle-t-on d'émotions positives alors que toutes nos émotions sont utiles? Pourquoi ne pas plutôt dire agréable ou désagréable? Bonne question. C'est simplement que dans l'histoire, quand on lit, par exemple, sur les émotions, c'est comme ça, positif, négatif, mais en même temps, c'est ça que ça veut dire, agréable, désagréable. C'est comme inscrit dans le jargon, là, mais c'est vrai qu'on serait mieux de parler de agréable, désagréable. Mais il y a quand même un mythe autour des émotions négatives. Je suis sûr que même parmi vous, il y en a qui réagissaient déjà au fait que je dis ah oui, toutes les émotions sont bonnes, ok, c'est utile pour survivre. Puis il y en a qui vont dire ouais, mais la colère, c'est pas utile. Ouais, mais tu sais, la dépression, c'est pas utile. Ou tu sais, le stress, c'est pas utile. C'est vrai, mais ça, c'est la suite. Là. Je vais parler de tout ça. J'ai une autre question. Comment Oui, cultiver les émotions positives? ouais, ça, c'est une grosse question. Ça nous amènerait ça nous amènerait loin. Disons que je réserve cette question-là à la fin parce que j'apporte un bémol aussi, parce que vivre les émotions positives, c'est bien, mais ce n'est pas tout. OK, est-ce qu'on peut la garder pour la fin? La question suivante. Comment pouvons-nous stimuler les émotions positives dans le cas où une personne en intervention, par exemple, cultive beaucoup, beaucoup d'émotions négatives? Par exemple, elle dit avoir aucun intérêt, aucun élément externe qui cultive ou stimule sa joie. Oui, ça c'est compliqué, mais je dirais la même chose. OK, on peut se les garder pour la fin. Alors, je voudrais finir cette présentation-là avant Je garde d'avoir les questions. Je garde les une questions pour tantôt. discussion plus nuancée. Oui, c'est ça. Donc, vous m'avez entendu vanter là, les émotions positives, puis vous pourriez être tenté de dire mais pourquoi finalement on ne se débarrasse pas des émotions dites négatives? Pourquoi on ne vit pas juste que tu sais, ça ne serait pas mieux pour notre santé que de vivre juste des émotions positives.
oui et non, OK? Mais disons surtout non, parce que sans les émotions négatives, on serait mort. Puis je sais que c'est difficile de se rendre compte de ça, mais je parle du corps. Là. Quand on est dans une émotion, notre corps est engagé. C'est une expérience incarnée. Et sans cette expérience-là, on ne bouge pas. On serait inerte, on serait amorphe. Et quand il y a des situations négatives, on ne serait pas tenté ou en tout cas poussé de réagir puis de sauver notre vie. Là. Vraiment, là, les émotions, ça prend le petit moteur de l'émotion pour bouger, okay, pour régler les problèmes. C'est aussi un signal, comme je le disais, c'est un signal pour les autres, c'est un signal pour soi. Ça fait que c'est très important socialement, mais aussi pour nous, là, pour savoir qu'est-ce qui se passe, coudonc, je ne me sens pas bien. Pour identifier c'est quoi les problèmes, ça prend les émotions négatives. Okay? Pour gérer les événements importants, ça prend les émotions négatives, encore dites négatives. Parce que sans ces émotions-là, comme je dis, on serait un peu des zombies, là, puis on ne ferait rien. Là. Et vous allez dire, oui, mais il y a la dépression, le stress, pourquoi il y a des émotions qui font si mal? Mais ce n'est pas en soi des émotions adaptatives, tout ça. Ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a certaines émotions qu'on a, puis on a la difficulté à les réguler. Des fois, on les complique, les émotions. Par exemple, vous pouvez vivre la tristesse, puis quelqu'un vous dit « Ah, arrête donc ça, ne fais pas ton bébé ». Et là, tout d'un coup, on a de la tristesse, puis on a de la honte en plus. Et ça fait que la tristesse fait mal. Là. Il y a aussi des situations comme des problèmes adaptatifs qui se présentent qu'on ne peut pas résoudre facilement, qu'on ne peut pas résoudre tout de suite, comme les crises climatiques, par exemple. Donc, il y a certaines émotions qu'on va vivre souvent parce que les problèmes ne se résolvent pas facilement. Comme le stress, c'est un exemple typique de ça. Mais là, on ne parle pas d'émotions, hein. On parle d'expériences qui sont probablement alimentées là, par les émotions, mais qui sont dénaturées. Là. Ce ne sont plus des émotions. C'est comme la valeur adaptative de ces expériences-là a été comme déraillée, détournée. Donc, encore, je veux juste le clarifier parce que je ne suis pas en train de dire que la dépression, c'est bon, là, que l'anxiété comme symptôme, que le stress, que la manie même ou la violence, que ça, ce sont des bonnes affaires. Donc, clairement, ces choses-là ne sont pas adaptatives, mais ce ne sont pas des émotions aussi. C'est ce que j'essaie de vous dire. Les émotions, là, c'est tendance à l'action, c'est le petit moteur qui nous fait bouger. Mais il y a plein de choses qu'on peut vivre, qu'on peut faire qui ne sont pas des émotions. Puis comme je l'expliquais tantôt, l'agression, ce n'est pas de la colère. C'est pas. Bon, ça peut être associé à la colère, mal régulée, mais ce n'est pas intrinsèque à la colère. Okay? Donc, ce n'est pas l'émotion de colère. Okay? Donc, comment utiliser les émotions? Puis, sûrement, vous allez rester sur votre faim là, parce que c'est juste une petite introduction, mais on discutera là, pour voir comment on peut cultiver tout ça. Donc, j'espère avoir montré que toutes les émotions sont favorables. Toutes les émotions nous aident à vivre, donc à gérer les problèmes, puis à profiter des affaires qui sont bonnes pour nous. Okay? Et sans les émotions, je ne sais pas, vous avez sûrement en tête des films, il y a des films comme ça où vous êtes dans un monde sans émotions, tout le monde est des robots, tout ça. On ne pourrait pas survivre comme ça juste rationnellement. Là, donc, et la vie goûterait rien. Okay, j'en parlais tantôt. Si la vie est le fun, elle est cool, c'est qu'on vit des émotions positives. Mais en même temps, on ne peut pas que vivre des émotions positives. Le paradoxe avec les émotions négatives, c'est que justement parce qu'elles sont désagréables, elles existent pour être évitées. Okay? On ne veut pas les vivre trop longtemps. Puis ça nous dit, bouge, fais quelque chose. Mais en même temps, on doit pouvoir les tolérer
puis les écouter. Donc, on doit pouvoir les garder dans notre tête. C'est un grand paradoxe, puis c'est pour ça que c'est difficile de gérer les émotions négatives, dites négatives. Mais la souffrance, la toxicité qui vient avec les émotions négatives, elle est nécessaire encore parce qu'elle nous bouge, là, elle nous motive à régler les problèmes. Et encore, quand on regarde ça d'une façon plus positive, sans les émotions dites négatives, on ne changerait pas comme personne. OK? Par exemple, dans la tristesse, quand vous perdez quelqu'un, vous n'avez pas le droit de changer. Vous n'avez pas le choix de changer. C'est sûr que vous pourriez faire du déni et dire « Ah non, mon épouse est toujours vivante, là, même si elle est morte. » Bon, mais ça, ce n'est pas très adaptatif. Vous devez changer, votre vie doit changer, et quand vous devez changer, il y a des émotions négatives en arrière de ça. Et la tristesse, c'est un bon candidat parce que la tristesse favorise le changement. La tristesse, elle rend vulnérable, disons mou, là, mais mou, ce n'est pas péjoratif, c'est moins défensif. Okay, donc, on est plus ouvert au changement. Pourquoi? Parce que quand on souffre, on a moins peur de souffrir. Okay, donc, on a moins peur de l'inconnu, on a moins peur de faire des choses différentes, etc. Donc, comme je disais, on est moins défensif. Et en plus, quand on est triste, on est plus dans notre tête, on est plus réflexif. Donc, on réévalue les choses, on se réévalue, on change notre perception de nous-mêmes. Et encore, tout ça, ça vient avec la tristesse. C'est pour ça que la tristesse, c'est l'émotion numéro 1 du deuil. Là. Parce que quand on perd quelqu'un, quand on perd même une job, là, tout ça, il faut changer. On ne peut pas juste rester puis endurer tout ça. Non, il faut changer. Il faut avoir une sorte de flexibilité qui vient justement avec la tristesse. Vous allez me dire, oui, mais on change aussi avec les émotions positives. C'est vrai. Avec les émotions positives, on change. Je veux dire, ça renforce plein de choses. Ça renforce la résilience, c'est-à-dire notre capacité à résister par rapport aux événements négatifs. Ça nous rend plus créatifs, c'est vrai. Ça amène du bien-être, la santé physique. Bravo, là, tout ça, c'est bon. Là. Mais comment je pourrais dire, les émotions positives nous amènent à devenir la meilleure version de nous-mêmes, mais ce n'est pas nécessairement utile quand il faut changer. OK? Et encore, une illustration vraiment superbe de ça, c'est aller voir le film Inside Out, où les deux personnages principaux, c'est la joie et la tristesse. Puis le film est vraiment superbe à ce niveau-là, qui montre comment la tristesse, c'est un des héros là, de l'histoire. J'espère que ce n'est pas un spoiler, mais allez voir ce film-là, c'est vraiment bien fait. Parce que pour changer, ça prend des émotions négatives. Pour changer dans le sens de régler un problème important ou se changer nous-mêmes. Donc, la solution, là, c'est l'équilibre. Okay? Donc, encore, je vous recommande dans votre vie de tous les jours de cultiver les émotions positives parce que la vie goûte meilleure avec elles et vous êtes plus résilient et en meilleure santé. Mais quand vous devez changer, vous ne pouvez pas rester dans les émotions positives. Okay? Parce que c'est comme dans la clinique, une défense maniaque. C'est vous restez avec comme un état d'esprit qui est désespérément agréable, mais qui ne change pas le problème. Okay? Donc, quand il y a un problème à changer, un problème important, là, on dit, là, justement, pas le small stuff, où là, vous pouvez rester dans l'émotion positive, mais quand il y a un changement important, ça prend une émotion négative parce qu'il faut changer. Puis, il faut être capable d'entendre ce signal-là. Donc, pour conclure, là, vraiment, c'est juste un petit tour d'horizon. Toutes les émotions sont utiles, toutes. Okay? Les négatives comme les positives, mais pour des raisons différentes. Là. Et on a besoin des deux. Okay? On a besoin de fleurir, mais on a besoin de changer aussi. On a besoin de résoudre les problèmes difficiles.
Donc là, je parle plutôt des émotions dites négatives. C'est utile, mais il ne faut pas les mettre de côté. Il faut qu'on puisse les avoir dans notre tête pour entendre le signal et savoir qu'on a comme un problème à régler. Puis il faut être capable de les canaliser pour régler le problème d'une façon constructive. Sans ce signal-là, puis là, je reviens avec les deux émotions, les deux types d'émotions. Notre vie, on passera à côté de plein d'affaires importantes. OK? Les problèmes comme les situations avantageuses. Okay? Ce sont les émotions qui nous alertent, qui nous disent « Ah, il y a quelque chose d'important qui se passe ». Et c'est elles qui nous donnent un sens à notre vie. Si ce n'est qu'en nous dirigeant vers des choses utiles, d'une façon tout à fait comme innée, mais aussi par comment elle colore la vie pour nous donner justement le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue. Voilà, merci de votre attention. Maintenant, on peut essayer de répondre aux questions plus difficiles. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'il y a un lien entre les émotions positives et les hormones du bonheur, genre endorphine, dopamine? Oui, tout à fait. Le cocktail de la joie, par exemple, c'est les endorphines. L'ocytocine aussi. L'intérêt, c'est beaucoup la dopamine. C'est d'être accroché. Là, tout à fait. Oui, il y a un lien direct là, avec tout ça. Puis, il y a une question que je disais tantôt, là, comment pouvons-nous stimuler les émotions positives dans le cas d'une personne, par exemple, en intervention, qui est toujours dans les choses plus négatives, elle n'a pas d'intérêt dans rien, rien qui la stimule à l'extérieur. Comment on fait cette personne-là pour un peu la raccrocher? Oui, c'est une question compliquée parce qu'il faut voir cette personne-là, qu'est-ce qui serait utile, mais encore dans des réponses générales, ce serait un équilibre. Donc, clairement, là, il faut tenir compte du problème. Okay, si la personne elle est déprimée, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut entendre ce signal-là, puis il faut essayer de résoudre ce problème-là. Si c'est une perte, il faut aider la personne à s'endeuiller, puis à faire son travail dans sa tête. Maintenant, si ça devient une situation compliquée, c'est ça. Là, à ce moment-là, il faut aller chercher de l'aide parce que le processus adaptatif est comme bloqué. Et ça peut se faire de toutes sortes de façons, mais là, ce serait vraiment compliqué de répondre à cette question-là comme maintenant. Mais je vous dirais qu'en même temps, il faut essayer de mobiliser la personne vers des choses agréables. Mais encore, il ne faut pas pousser parce que, encore, ça serait du déni là, de dire « Ah, la vie est belle, regarde des comédies, tout ça. » Ce n'est pas assez pour sortir d'une dépression. Pour sortir d'une dépression, il faut résoudre les problèmes. Et il peut avoir vraiment des racines profondes à ces problèmes-là aussi. C'est pour ça que des fois, c'est important d'aller consulter. Quelqu'un qui a vécu des pertes précoces, par exemple, quand elle vit à l'âge adulte une perte importante, ça ramasse, ça charrie toutes ces souffrances passées. Là. Donc, il n'y a pas de réponse simple à ça. Mais je vous disais qu'on peut compléter la résolution du problème par, on va essayer de revenir à des expériences gratifiantes. Là. Il y a des psychothérapies qui font ça, là, qui essaient de remobiliser là, les expériences positives. Faire de l'exercice, par exemple, se donner des petits objectifs agréables, tout ça. Donc, il y a moyen de cultiver, même chez quelqu'un qui est dépressif, comme un peu d'émotions positives. Là. Mais sans mettre de côté le problème quand même. Je terminerai avec un commentaire. Il y a une personne qui dit des fois, juste faire un sourire à quelqu'un qui ne va pas bien, ça peut l'empêcher peut-être d'aller même commettre un geste grave parce que ça la raccroche à quelque chose. Il y a une personne qui demande est-ce qu'on va pouvoir avoir la copie du PowerPoint? Et la réponse, c'est oui. 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 Donc, je ne sais pas comment vous allez procéder, mais je pense que sur demande, vous allez pouvoir envoyer le PowerPoint, c'est ça? Oui. Je ne sais pas exactement, comment on peut procéder. Ça pourrait être moi qui l'envoie. En fait, moi, les personnes qui sont inscrites au webinaire, aujourd'hui, je vais avoir la liste avec vos courriels.
Alors, soit je l'envoie à tout le monde, ou je ne sais pas comment, je vais essayer de penser à une solution, mais oui, ça sera possible que je vous l'envoie certainement. Là, pas aujourd'hui, là, mais dans les prochains jours. D'ailleurs, je vais vous envoyer aujourd'hui ou demain une évaluation de la rencontre, si vous voulez bien la remplir. Ça nous donne, nous, des informations sur comment s'adapter pour nos futurs webinaires. Donc, puis je vous invite aussi, là, si vous voulez aller sur notre site Internet, vous inscrire à notre infolettre. À toutes les 4 à 6 semaines, on envoie une infolettre qui va donner des informations sur nos outils à venir, nos prochains webinaires, des informations sur ce que nos partenaires puis nos groupes membres font. Donc, ça va vous tenir à jour aussi de ce qui s'en vient. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie infiniment le CRIS UQAM aujourd'hui pour le soutien technique et infiniment aussi, professeur Lecourt, pour cette très intéressante présentation. Merci.